Et voilà, c'est la concrétisation d'un rêve. C'est comme si c'était la fin d'un acte dans votre vie. Vous y êtes arrivé, j'avais 40 ans. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Oliver Stone. Merci beaucoup d'être parmi nous. L'émission, Oliver, enchanté de vous rencontrer, Alex. Franchement, j'ai entendu parler de vous hier. Et voilà, nous y sommes. Je sais qu'il est le plus rapide. Ainsi, j'ai entendu parler de vous. J'ai posté sur Facebook ou peut-être sur Twitter, je ne me souviens plus exactement, et vous avez répondu en demandant très poliment, pour commencer, si le sujet vous intéressait, qui portait sur l'énergie nucléaire. Mais le fait que vous ayez pris la peine de me contacter et l'invitation que vous m'avez faite était vraiment très agréable et m'ont incité à rejoindre votre émission. Me voici arrivé et je l'apprécie énormément, comme nous en parlions brièvement juste avant le commencement de l'émission. De nombreux films de votre filmographie ont eu un impact considérable dans ma vie et parce que pendant la période où vous avez émergé, au milieu, à la fin des années 80 et au début des années 90, c'était précisément à l'époque où je travaillais dans un vidéoclub. Ainsi, je regardais un nombre obscène de films. Et à cette époque, vous étiez particulièrement prolifique. Je veux dire, il semblait que vous faisiez des films tout le temps. Un film par an, presque. 10 films réalisés en 10 ans. Ouais, c'était vraiment incroyable. On aurait dit que chaque année apportait son lot de films marquants et chaque œuvre que tu réalisais devenait un événement en soi. De Platoon à Radio, en passant par Talk Radio, JFK, né un 4 juillet, sans oublier Wall Street et tous ces films emblématiques. Ils ont tous eu un impact considérable, vraiment significatif dans ma vie. Et je vais te dire quelque chose d'important. Quand j'ai vu Wall Street, parce que ce film, Wall Street, m'a profondément marqué, c'était en 87, 88. Je peux littéralement te réciter le discours de la cupidité, appris par cœur, depuis cet âge. Et je n'ai jamais perdu. Ce n'est pas comme si je l'avais répété. C'est juste que ça m'est toujours resté en tête. Et ce personnage, et ce que vous avez fait avec, ce film, le commentaire que vous faisiez sur les choses était remarquable. Et les commentaires, oui, ils étaient vraiment intéressants. Je travaillais sérieusement dessus. Cela avait de l'importance pour moi. Et beaucoup de gens ont remarqué que les commentaires étaient plutôt bien formulés, remarquables, assez profonds. Et j'aime cela parce que c'est la seule opportunité après que les critiques aient fini avec vous. Vous faire sécher dans la buanderie, c'est vraiment agréable de pouvoir dire « Hey, voilà ce que je voulais vraiment exprimer ». Peut-être que ça n'a pas été perçu ainsi, mais être honnête avec soi-même. Et puis ça aide aussi créativement parce qu'il vous fournit un retour qui vous pousse à méditer sur ce que vous avez réussi ou ce que vous n'avez pas accompli. Et souvent, dans les observations que je fais, je tente d'être critique de manière constructive. Vous avez maintenant le livre « À la poursuite de la lumière », lequel j'ai déjà franchi la moitié. Et jusqu'à présent, je l'adore vraiment. Et j'ai très hâte de le terminer. Et je prévois de le recommander à tous les cinéastes que je connais afin qu'ils le lisent. Alors, je souhaitais commencer par les débuts de votre carrière, car le livre vous accompagne jusqu'à Platoon, si je ne m'abuse. Exact. Jusqu'à la fin de Platoon. Et vous avez fait quelques projets après Platoon. Juste quelques-uns, pas beaucoup. Mais vous avez réalisé quelques autres films après Platoon. Mais l'histoire de votre ascension est une histoire que je n'avais pas vraiment entendue auparavant. Méchant, Salvador et naturellement Conan le Barbare, sans oublier Scarface. Certains de vos anciens films également. Mais la première question que je souhaite vous poser est la suivante. Pourriez-vous dire aux gens, car je pense que c'est important, combien de scénarios aviez-vous écrit avant de réaliser votre premier film? Eh bien non, j'ai réalisé mon premier film pratiquement 2 ans après ma sortie de l'école de cinéma, un film d'horreur à petit budget intitulé Sager que j'ai écrit, et j'avais terminé l'école de cinéma en 71. En tant que réalisateur scénariste dans l'âme, c'était mon objectif, mon rêve. Et puis Godard, Bono et toute la clique européenne, les Italiens aussi, Fellini en tête. Je veux dire, les incontournables. Mais ils étaient tous des figures de proue de la culture. Et je voulais être ce qu'ils étaient, des réalisateurs scénaristes pour la plupart. C'est ce qui m'a attiré vers ce concept. Et j'étais déjà écrivain avant l'école de cinéma. À 19 ans, j'avais écrit un livre intitulé « Le rêve nocturne de l'enfant » qui a finalement été publié en 87. L'écriture a toujours été une force en moi. Mais ensuite, après mon service au Vietnam, j'ai expliqué cela dans le livre, comme vous le savez. L'intensité de cette expérience requérait une concentration maximale, sollicitant au plus haut degré vos sens physiques, à savoir l'odorat, la vue et l'ouïe. Vous marchez dans la jungle et vous devez vraiment faire attention à tout autour de vous,
à 360 degrés. Cette intensité, d'une certaine manière, elle est devenue l'œil de ma caméra, car jamais auparavant je ne m'étais tant focalisé sur la caméra, ma caméra mentale. C'est ce que j'ai tenté de recréer en allant à l'école de cinéma, grâce à la bourse du GI Bill qui a couvert mes frais de scolarité. Mais sortir et réaliser un court-métrage est très chaotique pour la plupart d'entre nous. Il faut obtenir la coopération de tous tes camarades. Ce n'est pas facile. C'est comme une séance de critique culturelle chinoise. Celui qui a réalisé des films ces 2 dernières années a eu des succès variés. Quelques-uns ont réussi, d'autres pas. Les courts-métrages sont complexes, mais c'est un art qui enseigne beaucoup. On apprend beaucoup physiquement, techniquement. Vous produisez, vous montez, vous filmez et vous écrivez. Or, la plupart des jeunes n'étaient pas intéressés par l'écriture. C'est cela qui m'étonnait. Il n'y avait aucune obligation à l'école de cinéma de suivre des cours de scénarisation. Aucune, vraiment. Ça m'a toujours dérangé parce que j'y suis allé. Je veux dire, il est possible que quelques étudiants y allaient et moi, j'écrivais des scénarios à cette époque. J'ai beaucoup appris avec ces enseignants qui étaient de très bons professeurs de la NYU. Et j'ai acheté de nombreux scénarios et je les ai lus parce qu'ils devenaient plus accessibles dans les années 60. Ainsi, on pouvait lire le scénario non pas tant de films américains que de films européens. C'est très intéressant. Dans un sens, l'étude du cinéma commence avec les Européens et seulement au cours des années 70, cela s'est de plus en plus américanisé et finalement, ils ont commencé à publier certains scénarios. Mais certains des meilleurs scénarios du cinéma américain, je n'en ai jamais vu de copie, sauf si vous allez dans les coffres des studios. Il y a donc un grand vide à cet égard. Et les scénarios. L'auteur de scénario était considéré un peu comme un verre dans l'arrière-salle, et le réalisateur était une star. Il portait une écharpe, Bertolucci, et il arrivait sur le plateau, improvisant ses idées au fur et à mesure. C'était une forme de liberté, d'improvisation. C'était amusant. C'était le début de quelque chose de nouveau. Et il n'y avait pas le poids de l'argent, cette pression commerciale, cette nécessité de rentabiliser à tout prix, parce que ces films en Europe étaient produits pour très peu. C'était donc cet environnement qui m'entourait. Mais j'ai toujours été, disons, un écrivain discipliné. Ainsi, après avoir quitté l'école de cinéma, conduit un taxi et exercé divers métiers, je me suis marié et affronté toute la complexité de réussir dans le monde du cinéma, ce qui est extrêmement difficile, même à cette époque-là. Peut-être même davantage. Et durant cette période, je persévérais dans l'écriture de scénarios. Annuellement, je m'imposais le but d'en rédiger au minimum 1, voire 1,5, ou même 2, en plus de quelques traitements, dans le but de générer du contenu à soumettre aux agents. Mais aucune réponse ne venait, seulement des refus, puis d'autres refus. Vous voyez donc le tableau. Combien exactement? Je ne m'en souviens pas vraiment. Je dirais entre 8 et 11, ainsi que de longs traitements. L'un de ces traitements, la période Covid, c'était ma première opportunité. Ça s'est vendu. L'option a été vendue presque en mai. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Robert Bolt, qui était un grand scénariste de cette époque, dans Chavago et Lawrence d'Arabie. Wow! Bolt était un étudiant sérieux, mais il appartenait à ce style de scénariste qui met tout sur la page. L'architecture est là. Chaque réplique est présente. C'est une approche complètement différente de celle de l'école de cinéma, où l'on écrit plutôt un synopsis. J'étais donc toujours entre les deux. J'essayais d'écrire le scénario complet tout en faisant cela. Quand je suis enfin devenu réalisateur, dans le métier, en 1986, j'ai œuvré sur Salvador puis Platoon. Je les utilise encore. J'ai gardé cette fidélité de scénariste à écrire le script, le rédiger aussi intégralement que possible. Sur papier avant de le faire. Et j'ai cet état d'esprit. Et je crois que de nombreuses personnes sous-estiment cela, ne le considérant pas comme important. Et ensuite, donc, Boscu, votre deuxième film était La Main avec Michael Caine. C'était un film d'horreur. Et j'ai toujours trouvé intéressant que vous ayez commencé votre carrière de réalisateur par 2 films de genre, essentiellement des films d'horreur. Pouvez-vous me dire d'où vient l'idée originale de La Main? La Main est un film qui captive vraiment l'attention. Il sera effectivement réédité par Shout Factory l'année prochaine et disponible en format Blu-ray. Il a été enterré à l'époque. J'aime le film. Je l'ai vu récemment et c'est très intéressant. Thriller psychologique basé sur un livre que j'ai acheté de Mark Brandel intitulé Le Conte du lézard. Mais c'était très semblable à une crise parce que c'est une histoire similaire où le personnage principal, Jonathan Freed, dans le premier, Michael Caine dans le second, sont des personnes hantées.
Hantés dans le sens où ils attirent par leur esprit, ils attirent le destin sur eux-mêmes. Ils imaginent l'horreur. Ils imaginent l'horreur. Et dans le cas de la main, il croit que sa femme va le quitter, ce qui le rend extrêmement jaloux. Il voit tout à travers ce prisme. Il perd sa main dans un accident de voiture et en partie, il blâme sa femme. Il finit par considérer la main comme un moyen de vengeance et un exutoire de sa colère, pour se venger de ceux qui lui ont tranché la main et kidnappé sa femme. Alors, c'est vraiment tiré par les cheveux et très ambitieux, visuellement parlant, pour un premier film. Très difficile de rendre une petite main crédible, comme le ferait un requin. Et j'étais fou de le faire, mais c'était une sorte de... C'était difficile pour moi. Avant la main, vous avez oublié que je me suis fait connaître comme scénariste en 1977. 8 avec Midnight Express, qui était ma prochaine question. Ouais, d'accord. Oui, donc en réalité, c'est Midnight Express. Considérez-vous Midnight Express comme le véritable lanceur de votre carrière? Oui, en réalité, cela m'a vraiment ouvert les portes d'Hollywood. J'étais à New York, j'étais complètement au point mort. J'ai essayé encore et encore. Recevoir toutes ces réjections. Je veux dire, j'ai reçu des centaines de lettres, c'est pas drôle. Je veux dire, mendier pour des choses, obtenir de petits boulots, assistant de production par-ci par-là, du travail à la télé. J'ai travaillé presque 1 an, avec une bonne rémunération, dans une entreprise spécialisée dans les films publicitaires pour le baseball, tout en tentant de faire mon trou. Ma femme, Dieu merci, occupait un emploi stable à l'ONU. C'était notre situation. Nous parvenions à joindre les deux bouts. Et, je dois dire, c'était si difficile. J'ai failli perdre espoir souvent. À l'âge de 30 ans, je l'aborde dans mon livre. À 30 ans, à cette période, il semblait impératif d'avoir déjà commencé à construire sa carrière. Autrement, on avait l'impression que quelque chose clochait. Et, personnellement, je me sentais comme si j'avais échoué dans ma vie. Dans le livre, je développe sur ce sentiment et les raisons qui y contribuent. Et mon père, ma mère, ma grand-mère, tout cela entre en jeu. C'est donc pour cela que j'ai terminé le film avec Platoon. Parce que lorsque j'ai finalement réalisé mon rêve, celui d'avoir un succès d'envergure internationale, des proportions incroyables, je veux dire, chaque pays du monde l'a diffusé, a rapporté beaucoup d'argent. Numéro 3, aux États-Unis, sur le marché intérieur. Et puis, par-dessus le marché, des Oscars. Et puis il a gagné. Elizabeth Taylor est là, sur ce scène, et me donne un gros baiser. C'était la star de cinéma de ma jeunesse. En tant que femme, elle était la plus glamour. Alors, tout cela était incroyable. Mais j'avais été tellement... C'était une époque dorée. Et c'est pour cela que je voulais terminer le livre, parce que le rêve avait été réalisé. Et je vous ai montré comment il a été atteint et combien de travail cela a exigé, combien de rejets. Et je pense que cela pourrait être très utile aux jeunes, je me disais, pour voir le chemin que nous avions ou que j'avais dans les années 1970. C'est différent maintenant parce que de bien des manières, c'est un système différent. Car de nos jours, il est techniquement beaucoup plus aisé de produire un film sans avoir à s'épuiser dans le processus. Il est bien plus facile de produire de la qualité avec une caméra vidéo. Et c'est vous qui décidez. C'est bien plus créatif. Les moyens et les techniques sont bien plus simples. Toutefois, vous vous heurtez alors au problème conséquent que si tout le monde s'y met, vous vous retrouvez avec un volume énorme et un système de distribution limité. Non, c'est ça précisément. Il est beaucoup plus facile de réaliser le film maintenant. Le vrai défi, c'est de réussir à ce que quelqu'un le voie ou à le vendre. Exactement. J'ai vu de nombreux jeunes réalisateurs m'envoyer leurs œuvres. Je suis submergé par des piles de films que nul ne regarde. Et ici, il y a du talent. Là aussi, des talents sont présents partout. J'ai soutenu de nombreux films qui avaient des réalisateurs ayant obtenu une certaine distribution, mais ça n'a jamais marché. Je veux dire, ils ont fini par disparaître. Très difficile de franchir cette barrière de diffusion et marketing. Maintenant, vous parlez de vous qui défendez les cinéastes. Pouvez-vous parler un peu de ce que John Daley a fait pour vous en tant que soutien? Parce que nous avons tous besoin d'un soutien, surtout dans ce milieu, si possible. J'ai dédié ce livre à John. Écrire ce livre m'a pris 3 ans, par intermittence. C'est un travail considérable, je dois vous le dire. C'est comparable à la réalisation d'un film, d'une certaine manière. Et je prends l'écriture extrêmement au sérieux, au point où je ne me limite pas à griffonner simplement ce que j'ai fait ou non. Non, je suis à la recherche de thèmes profonds dans le livre. Les thèmes de l'adolescence, les thèmes liés au départ pour la guerre, les thèmes de
les relations avec vos parents, avec votre mère et votre père, ainsi que vos grands-parents, l'histoire de cette époque, ce qui se passait de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au Vietnam. Et je pense qu'il y a beaucoup de conséquences qui découlent de la Seconde Guerre mondiale. Je suis né juste à la fin, en 1946, et ma mère était une citoyenne française. Mon père l'a rencontrée par hasard dans la rue à Paris pendant la période de la Libération, en tant qu'officier de l'armée américaine, et l'a épousée, puis l'a ramenée aux États-Unis à la fin de l'année 45, début 46, alors qu'elle était enceinte. Voilà, je veux dire, je suis littéralement un bébé de la guerre, n'est-ce pas? Ma mère était à sa manière une immigrée. Mais John est aussi un immigrant, vraiment. Je veux dire, je m'entends toujours bien avec eux. Pour une raison ou une autre, le cinéma américain ne me permettait tout simplement pas d'avancer dans mes affaires. C'était tellement frustrant au moment où j'avais terminé. Même avec le succès de Midnight Express, j'étais en quelque sorte considéré comme un mouton noir. Les gens me percevaient comme une personne extravagante, qui transgressait les normes, qui tentait d'exprimer des idées, d'agir différemment, qui luttait pour faire aboutir ce scénario sur le Vietnam. Un scénario que tout le monde reconnaissait bien écrit, mais que personne ne voulait produire sous prétexte que cela ne serait pas rentable. Alors, je veux dire, j'étais en quelque sorte ce type, l'un de ces individus qui était considéré comme difficile, ou pas que je sois fou, mais j'étais grand contrarié que rien n'avance. J'avais écrit un scénario, né un 4 juillet, et un autre, Platoon, tous deux sur le sujet. Aucun ne pouvait être réalisé. C'était frustrant, car à l'époque, il produisait Apocalypse Now, Retour, Voyage au bout de l'enfer. De bons films, mais éloignés de mon expérience sur le terrain. Ce sont des films mythiques, Retour étant très réaliste, mais sur une femme dans un mariage à Los Angeles. Les deux autres étaient des films gigantesques, mais ils n'avaient rien à voir avec la réalité que j'ai vécue. Je pourrais dire cela. Michael Cimino collaborait sur L'année du dragon avec lui. Vision grandiose, vision napoléonienne, mais la réalité pas tant que ça. Et de cette manière, Francis était aussi le parrain. Quoi qu'il en soit, c'était John qui, en quelque sorte, était celui. Eh bien, c'est juste que je n'étais pas là. J'étais en quelque sorte à la dérive. J'ai écrit Scarface, et même si aujourd'hui il est acclamé, à l'époque, ce fut un parcours difficile. J'ai dû me battre avec le producteur, et il m'a diffamé dans le milieu professionnel. Et pour être franc, c'était rempli d'obscénité et de violence, au point que les gens ont commencé à penser que j'étais fou. J'avais joué dans Midnight's Brisk, Scarface, Conan le barbare. Ce sont des films connus pour leur dureté, leur violence. Ainsi, les gens ont commencé à me percevoir comme une sorte de « qui est ce type étrange ?» Donc, c'était vraiment... J'étais forcé de quitter Los Angeles et j'ai aussi abordé le sujet de mon addiction à la cocaïne, qui fut un sérieux problème pendant un temps, mais j'ai réussi à y mettre un terme. Et ensuite, j'ai remonté la pente avec Tuer le dragon, qui n'a pas eu autant de succès que Cimino l'espérait. Donc ma carrière était morte. Et j'ai dit, je ne peux pas le faire à la manière d'Hollywood, à la manière de Los Angeles, alors je vais le faire à ma façon. J'étais à New York, j'étais revenu en ville. Je me suis lancé dans la réalisation de Salvador, un film gigantesque. Encore une fois, je suis fou. Situé dans un pays en guerre civile dans les années 1980, les années 80. Nous avons commencé en 85. Le journaliste que je connaissais, Richard Boyle, un merveilleux ami irlandais, y avait été et avait vécu toute une histoire avec les escadrons de la mort là-bas, et avec une femme. Et il avait écrit à ce sujet dans ses notes. Et j'ai pris cela, et avec lui, en effet, un scénario. Et je me suis entièrement consacré à la réalisation de ce film, coûte que coûte. Je ne renoncerai pas avant notre réussite. J'étais prêt à utiliser mon argent. À ce moment-là, j'avais accumulé un peu d'argent grâce à mon travail de scénariste. Donc, j'avais de quoi peut-être obtenir un prêt plus important à la banque. J'avais quelques maisons en ma possession, et ainsi de suite. Alors, je manigançais pour réaliser ce film. 700 000 $. Cela implique l'utilisation d'hélicoptères, cela implique le déclenchement d'une guerre civile, cela implique des escadrons de la mort. Boyle était pourtant convaincu que nous aurions la coopération salvadorienne, vu le faible coût de production là-bas. Cependant, le tournage du film ne s'est jamais concrétisé au Salvador. C'était une proposition insensée. Ça montre à quel point j'étais désespéré, mais je ne voulais pas abandonner. Et j'ai écrit le scénario avec lui, et c'était un bon scénario, mais personne ne voulait s'en approcher parce que, encore une fois, il était critique envers l'establishment étranger des États-Unis. Oh mon Dieu, j'ai subi tellement de rejets dans ma vie. J'en suis à peu près à 10 000 maintenant. Je pense que j'en ai assez. Je suis bon pour encaisser les refus. Quelque chose qui m'est cher a été rejeté l'autre jour, et j'ai plus ou moins haussé les épaules. Les refus,
ça ne s'arrête jamais. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. John Daly m'a été présenté comme un cinéaste indépendant anglais. Il venait tout juste d'arriver à Hollywood. Il faisait ses premiers pas. Il réalisait un film avec le film du Faucon avec. Il avait contribué au premier film Terminator, cependant, il avait rencontré des difficultés avec Cameron, leur collaboration n'avait pas été fructueuse, ils ne s'étaient pas entendus, et ainsi de suite. Il avait également pris part à... D'accord. Il est tellement en colère, Sam Mani, c'est difficile de suivre. Il avait bien bossé sur le film avec Gene Hackman. Oui, Gene Hackman dans le film de basket. Ah, les basketteurs. Les basketteurs. J'adore vraiment ce film. Il s'efforçait toujours de produire de bons films, car il avait un certain goût, même si sa réputation dans ce domaine n'était pas reconnue. Il a été promoteur de boxe en Afrique pour l'un des fameux combats de Muhammad Ali. Il avait une réputation quelque peu douteuse, parmi d'autres choses, mais au fond, c'était un charmant coquin. Je l'aimais parce qu'il était un vrai cockney. Il était sans prétention, issu des classes populaires, et il ne respectait absolument pas l'establishment. C'était donc un homme de ce genre-là. Il lisait Salvador et il lisait Platoon, je te jure, c'est une histoire vraie. On n'entend jamais ça. Une histoire très rare. Mais il a lu les deux. Et quand je suis allé le voir, au fait, je l'ai rencontré grâce à Gerald Green, pour ceux que ça intéresse. Gerald Green était un autre personnage, et tous les deux étaient un peu des escrocs. Mais c'était des bons gars, mais ils arrivaient tout juste à s'en sortir. Et pendant cette réunion, John m'a dit, mon Dieu. Nom d'un chien, Oliver. 2 scénarios excellents s'offrent à nous. Lequel souhaites-tu réaliser en premier? C'est assurément un fragment typique de dialogue classique, car on n'entend jamais cela. Personne ne dit oui de cette manière, personne ne le dit. Tous disent peut-être, puis ils oublient, ou ils disent tous non. Mais en réalité, ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Donc, bref, j'ai dit, je veux faire Salvador parce que c'est inédit, c'est nouveau, et je ne vais pas faire Platoon parce que j'ai failli le faire 3 fois, et à chaque fois, ça a été anéanti en chemin. Ça ne s'est jamais fait. C'est maudit. C'est un putain de film maudit. Alors voilà, Salvador. J'ai commencé Salvador, qui m'a beaucoup aidé à concrétiser mon projet. Le chemin était long, c'est raconté dans le livre, l'histoire continue. La production a rencontré de nombreux problèmes. Jimmy Woods était formidable, mais très capricieux. Tout cela se passait à cette époque. Je suis devenu très ami avec lui, mais mon Dieu, il a vraiment pavé la route. C'était la vedette du film et il a dominé. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi à rassembler environ 4 millions, peut-être 3 millions. Et l'argent était toujours, disons, incertain. On ne pouvait jamais être sûr s'il serait disponible le lendemain pour ce genre de film. Ça a été bricolé. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. Allez le revoir, je vous en prie. Non, c'est un film fantastique. Je veux dire, il est vraiment très bon. Il possède une certaine crudité et tellement brute et viscérale. C'est remarquable. D'accord. Alors ensuite, tu fais Salvador, Et ensuite, ça a presque causé ma mort. n'est-ce pas? Et ensuite, tu te lances dans un autre petit film. 90 rôles parlants, guerre civile, bataille d'hélicoptères, de tout et n'importe quoi. Combat de chars. Mais on a réussi. On a fini par terminer et on est tombé à court d'argent plusieurs fois. C'est une histoire incroyable, vraiment. Puis, John me dit, et on a eu des disputes tout au long du montage parce que John s'inquiétait de la violence. Il y avait de toute longueur. J'ai eu tous les problèmes habituels. Une grande vision, oui, comme 3 heures. J'ai été contraint de la réduire à 2h10. Et la violence, oh mon Dieu, ils l'ont totalement rejeté. Chaque putain de studio, chaque distributeur à Hollywood a rejeté ce film. C'était absolument déchirant. C'était un bon film, mais il y avait trop de violence, trop pour cette époque. Alors que fait Daly? Il dit qu'ils aillent se faire foutre. Je vais créer ma propre société de distribution. Et il l'a fait. Il a créé cette société de distribution, Hemdale. Et il a littéralement distribué le film lui-même en avril 86. C'est vrai. Il ne peut pas la lancer. Je veux dire, il n'a pas vraiment d'argent pour la distribuer. Mais au moins, elle se fait connaître. Et il y a quelques critiques positives. Les gens commencent à la remarquer et ça les enthousiasme, mais ça prend du temps. Entre-temps, il me dit, va faire Platoon aux Philippines. Donc je passe du Mexique directement aux Philippines, avec maintenant 6 millions de dollars et très peu de moyens. Platoon, c'est un grand film. Mais encore une fois, j'ai déjà emprunté le chemin difficile avec mon directeur de la photographie, Bob Richardson, et Bruno, et diverses personnes, et Alex O. Alors on a réalisé le film avec 6 millions, de manière plus efficace que Salvador, parce qu'on avait acquis plus d'expérience. Et on a rencontré tous les problèmes habituels de la jungle, la chaleur, l'humidité, la pluie, et toutes ces merdes. Ce n'était vraiment pas facile, mais on a persévéré parce qu'on était coriace. Et puis, voilà. Cela a vraiment pris une ampleur inattendue. Je ne peux pas vous décrire à quel point cela a explosé. Je veux dire, c'était un film modeste, un projet de série B tourné aux Philippines.
quelque chose dans le style des films de Chuck Norris. Personne ne misait dessus. Sachez que dès qu'on l'a montré, même en version non finalisée, les gens ont commencé à réagir genre « Oh mon Dieu, je n'avais jamais rien vu de tel ». C'était une réalité qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Une authenticité, une réalité, parce que j'avais plongé dans les détails de ce que j'avais vécu et c'était ce qui manquait aux films de guerre en général. J'en ai vu quelques-uns qui s'en approchaient, des films de guerre coréens, mais à cette époque. Maintenant, c'est presque une norme. Ils le font. Mais c'était difficile de saisir la réalité de la jungle et la perception de la jungle. Et en plus, c'était crucial. C'était une critique de toute l'expérience, ce qui, je pense, en faisait la meilleure partie. C'était un message, dire que cette chose était une supercherie. Cette guerre, toute cette putain de guerre était une supercherie. Il y avait 3 mensonges dont j'ai parlé dans le livre. J'entre dans les détails. Le concept de tyrannie, des Américains tués, ils sont sous le feu. C'est bien plus répandu que ce que les gens imaginent. Le concept de tuer des civils. Au Vietnam, c'était énorme. C'était très fréquent. Et pas toujours, mais il y avait beaucoup de ça, des débordements accidentels et des choses comme ça. Et le 3e mensonge, le plus gros de tous, c'était que nous étions là pour gagner. Nous étions en train de gagner. Et ça n'a jamais été vrai depuis le début. Ça n'a jamais été vrai depuis 1947. Ça n'a jamais été vrai quand nous nous sommes engagés aux côtés des Français. Donc, il y a eu beaucoup de mensonges. Et je reviens sur le concept, le thème du mensonge, et comment le mensonge influence la vie américaine. Car mes parents m'avaient vraiment beaucoup menti auparavant. À l'âge de 16 ans, tout vole en éclats. Et je pense que nous sommes la famille la plus heureuse du monde. Mais non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Boum. Voici ce qui se passe. Mensonge, mensonge, mensonge. Voici une leçon que j'ai apprise au fil de ma vie. Les gens mentent. Ils ne le font pas toujours par malveillance, mais souvent par confort, ou alors par peur, pour toutes sortes de raisons. Ce mensonge, qui trouve ses racines dans le divorce de 62, se propage jusqu'au conflit du Vietnam, c'est une certitude, car c'est l'image qui me hantait. Maintenant, je retourne aux États-Unis en ayant survécu. Défoncé pas mal avec de la dope vietnamienne là-bas. Mais j'ai beaucoup appris, en réalité, grâce aux soldats noirs, parce qu'ils étaient à fond dans la musique. J'ai beaucoup appris sur la vie, l'humanité, à rester sur l'amour. C'est en quelque sorte une histoire intéressante, qui est tellement secondaire. J'ai abordé un peu de ça dans Platoon. Certains les meilleurs amis de Charlie Sheen sont noirs dans ce film. Ils m'ont gardé à l'écart, ils m'ont gardé humain. Je suis resté plus proche. Et le personnage d'Elias, interprété par Willem Dafoe, est aussi très important. Il devient une figure emblématique pour le jeune homme. On le voit à la fin de la guerre. Il est divisé, très divisé. Il est un homme qui a 2 pères, c'est ce qu'il prétend. 2 sergents incarnent des opposés polaires. Inévitablement, un sergent finit par tuer l'autre. Cela constitue le cœur du film. Un sergent, après avoir rédigé son rapport, commet cet acte meurtrier. Après avoir été dénoncé pour un crime de guerre, un sergent est assassiné par un autre sous le couvert de la bataille, déguisant l'acte en tyrannie, et s'en sort sans être puni. Un jeune soldat qui a vu le meurtre sait qu'il doit obtenir réparation. Cela mène à un dénouement particulièrement intense où ce qui se passe, les films de guerre ne montrent pas toujours la vérité. En observant les productions, même récentes, on remarque qu'il faut souvent adhérer à une vision patriotique pour obtenir la coopération du Pentagone et le soutien des studios. Les États-Unis ne doivent pas être critiqués dans leur guerre. Or, si l'on admet que des mensonges ont justifié l'entrée en guerre des États-Unis à plusieurs reprises depuis la Seconde Guerre mondiale, on réalise l'ampleur des tromperies des services de renseignement. Ces mensonges ont durablement marqué la société américaine. Ce thème, qui me concerne profondément, est essentiel à mes yeux. Vous pouvez le voir dans le JFK et vous le voyez encore et encore et encore. Snowden, mon dernier en 2016. Je suppose que je suis le réalisateur qui recherche les mensonges, ouais, et qui les dévoile. Et c'est quelque chose que vous avez été depuis le tout début? Presque depuis le tout début? Je suis incapable de m'en empêcher. Et soyez bien certains, cela m'a valu de nombreux ennuis. Je ne peux qu'imaginer. Eh bien, Oliver, je ne peux qu'imaginer. Maintenant, après l'énorme succès de Platoon, le succès au box-office et les Oscars et les récompenses et tout ce qui va avec, vous vous lancez. À mon avis, un film qui a marqué la décennie, c'est Wall Street. Il capture vraiment, c'est comme si vous capturiez un morceau de ce que représentaient les années 80 pour ceux qui désirent vraiment ressentir l'ambiance de cette période. Et cela se ressent dans nombre de vos œuvres cinématographiques. Vous parvenez à dépeindre avec une telle précision l'esprit de l'époque
à l'instar de ce que vous avez fait dans The Doors et JFK. Je me suis simplement efforcé de raconter l'histoire du mieux que je pouvais. J'ai pu de plus en plus me perfectionner dans l'art de faire des films. Et tout est une question d'expérience. Je ne suis pas un génie. Et je me suis assis avec mon équipe, avec Bob, Bruno et Alex. Nous avons défini un style pour chaque film adapté à ce dernier. Autrement dit, JFK a été réalisé dans un style très spécifique, adapté à cette histoire, tout comme Natural Born Killers et Wall Street a été fait de cette manière. Né un 4 juillet était très... une vision de la réalité dure, presque en cinémascope, une histoire linéaire. Nous l'avons rendu ainsi, le livre ne l'était pas. Donc, chaque film, je n'y pensais jamais vraiment, je définissais juste quelque chose. Je pense que mon travail récent a aussi redéfini de nouvelles perspectives pour moi. Si cela n'est pas encore évident pour tous, ça le deviendra. Mon intérêt pour les documentaires a grandi. J'en ai réalisé environ 9 ou 10, peut-être 8 ou 9 en fait. Cela, y compris l'histoire inédite des États-Unis. Je considère que l'un de mes œuvres les plus achevées a été concrétisée en 2012 et elle s'étendait sur une durée de 12 heures. Il s'agissait d'une narration inédite retraçant l'histoire de ce pays depuis 1898 jusqu'à 2012, incluant la période avec M. Obama. Regardez-le. Si pas vu, il faut absolument le voir. Je le recommande très vivement, vraiment, je le conseille avec enthousiasme. Oui, je l'ai vu lors de sa sortie initiale et j'apprécie de le revoir. Ouais, je sais. Il faut être attentif. Non, absolument pas, absolument pas. Alors, quand vous tourniez le film Wall Street, vous avez travaillé à la Bourse de commerce de Paris lorsque vous étiez adolescent, c'est bien ça? Comment vous êtes-vous informé sur cela? Eh bien, je fais un peu de recherche. Et est-ce que c'est l'une des choses qui vous a attiré vers cette histoire? Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser Wall Street? Parce qu'il y a tant de passion là-dedans. Oui, pendant un été, j'ai travaillé sur ce titre à la Bourse du cacao et du sucre à Paris. Et mon père travaillait à Wall Street. Il a vécu la majeure partie de sa vie durant les années 30, commençant précisément en 1932. 3-4 ans durant cette période. Non, exactement 4 ans. Il était surveillant de salle pendant la Grande Dépression, puis il est devenu courtier en bourse, un analyste. Un analyste. Il a gravi les échelons. C'était l'ancien système. Il incarnait, en quelque sorte, le personnage de Hal Holbrook ou celui de Marty Sheen dans Wall Street. Il représentait les valeurs à l'ancienne. C'était la manière de faire. Fais-le correctement. Pour lui, Wall Street, c'était une religion sérieuse. C'était le moteur de l'entreprise américaine. Et je veux dire qu'il le pensait sérieusement, parce que Wall Street, c'était l'endroit où on allait chercher de l'argent. On y allait pour financer son entreprise, pour la recherche et pour la capitalisation. Je veux dire, c'est très important pour construire des entreprises. C'était sa vision de l'Amérique. Elle était en construction et il voyait Wall Street comme un facteur très positif, ce que je pense qu'elle a été pour beaucoup de gens. Bien sûr, il y a des privilèges et des abus. Certains en profitent davantage. Mais mon père était un homme bien et je ne pense pas qu'il en ait abusé. L'argent n'était pas son objectif. Il était intellectuel. Il écrivait des lettres mensuelles. Il se souciait donc réellement de cela. S'il avait vécu au-delà de 85 ans, il l'aurait été. Je pense, surpris de voir un type à la Gordon Gekko. Lorsque j'ai réalisé le film, le monde des affaires était en pleine mutation. J'avais des amis qui gagnaient des millions de dollars, jeunes, à mon âge, à Wall Street. Enfin, en réalité, j'avais 43 ans. Donc, je veux dire que des gens gagnaient de l'argent dans la trentaine, certains même à la fin de la vingtaine, à l'époque de mon père, et c'était du jamais vous. Ça vous va? Et bien sûr, cela a été révélé. Une nouvelle affaire a été mise au jour. L'idée que des hommes d'affaires tels que Gekko s'infiltrent dans des entreprises et convainquant leurs actionnaires de voter pour eux, puis démantelant ces entreprises et, dans certains cas, procédant à leur cannibalisation. Cela signifie prendre des sociétés d'envergure et en vendre des morceaux, les cannibaliser, en quelque sorte. C'est exactement ce qu'il fait dans le film. Quant au père de Charlie Sheen, il est représenté comme un syndicaliste. Et délégué syndical à la compagnie aérienne dirige le syndicat, oui. Étoile bleue, c'est bien ça. Si je me souviens correctement, oui. Il assume la responsabilité sur un tuyau que Charlie lui a passé. Il exploite la crédulité de Charlie. Michael Douglas le fait. Et il investit dans l'entreprise. C'est l'une des nombreuses choses qu'il entreprend. Il acquiert des parts de l'entreprise, en prend le contrôle, puis la démantèle, détruisant de nombreux emplois. J'ai montré la douleur causée, ce qui me semble crucial. Le père se sent trahi par son fils. Le père a une crise cardiaque. Le fils prend alors conscience de la gravité de ses actions, l'ampleur de son erreur énorme. Tant de gens souffrent à cause d'elle, et cela pour toute sa vie. En d'autres termes, il se repent. Il arrive à ce stade. Vous verrez ce qui se passe dans le film. Il se transforme, puis il s'attaque à Gekko en le dénonçant auprès de la SEC. Et il fait face aux conséquences. Il endosse personnellement les conséquences. Il s'engage pleinement
Il se retrouve derrière les barreaux et on présume qu'il a tiré des leçons de ses actes, qu'il sort de prison amendé et qu'il sera un homme bon, un homme meilleur. C'est une histoire vraie. Ça s'est souvent passé. Mais la surprise du film, bien sûr, c'était que, d'abord, il ne voulait pas non plus le faire. Parce que, qui se soucie des affaires? Il n'y avait pas beaucoup de films sérieux sur le monde des affaires avant ça. C'était le cas. Ils l'ont distribué de manière très étrange. C'est toute une histoire dont je parle dans le prochain livre. Mais il a persisté et a rapporté de l'argent avec le temps, devenant un véritable film culte. Plus encore, comme vous le dites, il a marqué de nombreux jeunes qui se sont lancés dans la finance à Wall Street. Certains, rencontrés depuis, ont fait fortune. Ils me doivent de la reconnaissance. Une petite commission. D'une certaine manière, j'étais la continuité de mon père car il était courtier. Il faisait gagner de l'argent aux gens, pas à lui-même. Mais le véritable choc, c'était que Michael Douglas, initialement le personnage secondaire, le méchant pour ainsi dire, s'imposa comme la vedette du film dans l'esprit du public, et cela de façon tout à fait surprenante. Remporte l'Oscar. Je sais, c'est incroyable. Le film n'est même pas nommé, pas même pour le scénario. Et il y a de nombreuses répliques pleines d'esprit. Mais non, il est allé à Michael et il a suivi son propre chemin dans sa carrière. Et je pense qu'il était un jeune acteur talentueux. Mais tu sais où il est allé? Il était attiré par les filles et l'argent, mais il constituait le premier acte du film. Mais je ne crois pas qu'il en était le deuxième. D'accord, d'accord. Maintenant, dites-moi, quelles leçons espérez-vous que les gens retiennent de l'ensemble de votre œuvre? Je n'ai pas cette intention-là. Mon objectif en réalisant des films est de satisfaire chaque besoin intérieur. Et je m'efforce de les rendre aussi vastes et divertissants que possible. Cependant, on ne peut jamais vraiment dire aux personnes qui s'éloignent de Wall Street: «Oh, Lahoma, regardez, je suis étudiante en sciences de l'ingénieur, mais je suis prête à abandonner cela. Je vais me diriger vers Wall Street et y faire fortune.» Ce n'était pas l'intention. Ainsi, on ne peut prévoir. Souvent, un succès au box-office naît d'un malentendu entre public et auteur. D'accord. C'est une question valable. Où les lecteurs peuvent-ils se procurer votre ouvrage Chasing the Light? Est-il en vente partout? Je ris, bien sûr. Non, ce n'est pas le cas. Pour autant que je sache, il est sur Amazon. Il est sur iTunes. Là où vous avez l'habitude de chercher vos livres, c'est évidemment là qu'il faut aller. Il y a de bonnes librairies à New York et à Los Angeles, et je suppose quelque part au Texas, mais il pourrait y avoir ça, j'en suis sûr. J'ai entendu qu'il y ait. Vous savez, la distribution à Los Angeles, je ne sais pas, c'est irrégulier. Cette histoire de Covid a tout gâché. Tant de livres n'ont pas encore été explorés. Savoir, le livre continue de prospérer malgré cela. Et il suscite de l'intérêt. Et je pense que c'est une bonne biographie, mais on peut toujours se la procurer ailleurs. Et pour quand peut-on espérer une suite? Et pour quand peut-on espérer la suite la prochaine fois? Je l'ai en tête. J'ai des journaux intimes. Ça prendra 1 an ou 2. C'est une longue histoire. C'est une histoire difficile. Ça ne se termine pas en 86. C'est une tarte exceptionnelle et c'est la concrétisation d'un rêve et c'est la fin d'un acte dans ta vie, pour ainsi dire. Tu arrives. J'avais 40 ans, merde. Et à ma manière, j'étais au sommet du monde. Se sentir bien. Mais c'est un sacré fardeau à porter. Le succès. Tu n'as aucune idée du nombre de personnes qui te sollicitent ou qui ont besoin de quelque chose de toi. Et tout à coup, tu grandis, ton cercle s'élargit et tu as tellement de gens dans ta vie. C'est un tout autre jeu. Puis-je te poser une dernière question? Tout au long de ta carrière, tu as travaillé au sein du système de studio. Trouver des financements à droite à gauche, c'est dans le système de studio. Comment travaillez-vous au sein de ce système tout en préservant cette combativité créative qui caractérise votre œuvre et en luttant pour votre vision? Il faut le faire pas à pas. Il n'y a pas de formule toute faite. En effet, j'ai intégré le système de studio. On ne peut pas dire que Platoon ou Salvador ont été réalisés dans ce système. Non, ils ne l'ont pas été. C'était des films indépendants. Et ils ont été reconnus par les amateurs d'esprit indépendants. Mais après, oui, j'ai eu mon entrée. Et Wall Street, oui, produit par Fox, 20th Century Fox, dirigé par Rupert Murdoch et Barry Diller. Et c'était mon... Puis, j'ai continué à travailler. Mais il faut comprendre que j'ai toujours fait ce que je voulais faire. À l'exception d'1 ou 2 occasions où j'ai été compromis par un patron de studio. J'ai réussi à toujours le faire à ma manière. C'était mon scénario, ou coécrit, ou même si mon nom n'y figure pas, croyez-moi. C'était mon histoire, quelque chose marqué de mon empreinte indélébile. Je n'ai jamais, je veux dire, jamais, ça n'a jamais marché pour moi.
Je n'ai jamais reçu de scénario de la part du studio. Ça n'a jamais fonctionné. Ils demandaient, ça vous intéresse ceci ou cela? Parfois. C'était un film très commercial, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas m'y retrouver. Parce que pour eux, un film commercial, surtout un film d'action, doit avoir un climax toutes les 15 minutes ou une scène d'action. Et là, on lui donne une forme immédiatement. Tom Cruise doit courir ici et il doit faire ça. Et encore 15 minutes après. Ça te déboussole. C'est nécessaire. J'ai trouvé mon chemin malgré tout. La radio parlée a été réalisée de manière indépendante une fois de plus, avec Garth Drabinsky au Canada et Ed Pressman. Le film, puis, il a été suivi par Né un 4 juillet, a été réalisé dans des conditions difficiles avec Universal, budget limité. Mais Cruise était une star de cinéma et c'était l'histoire d'un paraplégique, donc de toute évidence, il n'était pas trop enthousiaste à l'idée de voir Tom Cruise en fauteuil roulant. Peut-être que pour le film, vous comprenez, ce genre de problème surgit, toujours en train de se battre à ce sujet. JFK, je l'ai vendu comme un thriller. Je l'ai vendu à Warner Brothers. Ils ont adoré l'idée. C'est une histoire de meurtre. Ils n'ont pas envisagé, et moi non plus, toutes les implications politiques que cela pouvait implicitement comporter. Mais j'étais convaincu de suivre le véritable chemin de Jim Garrison qui avait lancé cette horrible enquête qui a choqué le monde entier. Mais il est resté fidèle à ses convictions profondes. Il a été le premier personnage public, un procureur à la Nouvelle-Orléans, à vraiment faire ça. Personne d'autre n'a ouvert la bouche sur ce terrible crime qui a été enterré dans les conneries du rapport Warren. Garrison avait un courage immense et a payé le prix fort pour ses actions, ce genre de choses. Nixon était fini, de l'intérieur de moi, réalisé par Warner Bros. Ça n'aurait pas marché. C'était l'œuvre d'un Mario indépendant, pas de Mario et Ivana. Indépendant. Doris a été produite de manière indépendante avec Mario Kassar. Tu vois, j'allais et venais. C'était des producteurs indépendants, devenus autonomisés dans les années 80 grâce aux ventes de vidéos. C'était toute la différence. Nous avions les ventes de vidéos, ce groupe de personnes. Dino Doranis en faisait partie. Mais Mario, Andy, John Daly, ils ont réussi à se tailler de petits royaumes. Ainsi que Harvey Weinstein, issu de ces ventes de vidéos. Cela s'est transformé en business jusqu'à ce que cela tourne à l'abus, comme souvent cela arrive. Les chiffres ont évolué. Vers la fin des années 90, au milieu de cette décennie, les chiffres étaient hallucinants et les gens en attendaient vraiment trop. C'est bien la poule aux œufs d'or, n'est-ce pas? On fait la promotion pour la vidéo, ensuite on augmente les prix en prétendant que ça vaut une fortune, et puis tout change, ça déforme la réalité. Maintenant, les acteurs ont commencé à exiger des cachets de 15 à 20 millions de dollars par film. Tout a changé et est devenu nettement plus corporatif. Voilà ce qui arrive. Les entreprises s'installent attirées par des profits plus conséquents et peu à peu, ces producteurs indépendants commencent à disparaître. Vous pouvez suivre leur évolution au fil du temps et beaucoup disparaissent parce que les studios ou bien les entreprises procèdent au rachat de cette activité. Oliver, je suis très reconnaissant pour le temps accordé. Merci énormément d'avoir participé à l'émission et je vous remercie pour rester fidèle à vous-même au fil des ans. Merci sincèrement pour ça. Je recommande vivement ce livre à tous. Merci encore. S'il vous plaît. La question est, allez-vous le terminer? Parce que c'est bien là l'essentiel. Il est juste là. Je ne le terminerai pas. Oh non, je le ferai. J'adore les livres comme celui-ci. Et vous écrivez dedans. J'ai l'impression d'être sur place et c'est une expérience tellement merveilleuse. Et j'entends des histoires. Écoutez, je suis un cinéphile, donc toutes ces sortes d'histoires, j'adore les écouter et les dessous des choses. Lorsque j'ai saisi ce livre, je m'attendais à ce qu'il porte l'empreinte caractéristique d'Oliver Stone. Je me disais que si l'ouvrage reflétait ces films, il serait sans détour et dévoilerait la vérité sans phare. Et c'est précisément ce que j'ai découvert au fil des pages que j'ai lues jusqu'à présent. Je tiens donc à vous exprimer ma gratitude pour la publication de ce livre et j'ose espérer qu'il servira de source d'inspiration à de nombreux réalisateurs et scénaristes. Alors, un grand merci pour votre temps et votre travail, monsieur. Souvenez-vous du mensonge. Le mensonge, c'est le thème. Voilà le thème. Je te remercie, mon ami. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.